l'accélération de Raka. Personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai. Et le nouvel essai pour l'ASM Clermont-Auvergne. Salut et bienvenue dans l'épisode 14 de la saison 3 du podcast Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont avec aujourd'hui deux fins limiers, Jeff Nunez et Fred Vernat. Messieurs, bonjour. Vous en êtes un autre, Martial. Bonjour. Allez, bonjour Fred, bonjour Martial. La question du jour, l'ASM Clermont est-elle suffisamment armée pour la Coupe d'Europe cette saison? La Coupe d'Europe qui va débuter ce week-end, vendredi exactement. L'ASM joue samedi à Bristol. Avec Covid oblige, une formule différente, sortie de je ne sais quel cerveau. On ne va pas trop rentrer dans les détails, mais il y a 2 poules de 12 avec seulement 4 matchs à disputer pour chaque club engagé. Les 4 meilleurs de chaque poule disputeront les quarts de finale. Et l'ASM affrontera donc à 2 reprises Bristol et le Munster, des adversaires costauds, on va dire, mais c'est peut-être pas insurmontable. Alors, l'ASM est-elle suffisamment armée pour la Coupe d'Europe cette saison? Fred, je te vois hocher la tête. Moi, ma réponse, elle va être très claire, c'est je sais pas. J'en sais rien et je mets au défi quelqu'un de savoir ce qui peut bien se passer sur cette formule tellement alambiquée de la Coupe d'Europe et cette saison qui est aussi alambiquée. En fait, il y a trop d'inconnus, c'est impossible à mon sens, de se projeter. Évidemment, l'ASM a des arguments. L'ASM a montré plus de bonnes choses que de mauvaises choses depuis le début de saison. Mais comment est Bristol, comment est le Munster, des équipes qui reprennent à peine leur championnat, on ne sait pas trop. Qu'est-ce qui va se passer avec le Covid? Qu'est-ce qui va se passer avec cette nouvelle formule dont on comprend? Pour moi, il y a beaucoup trop d'interrogations pour qu'on puisse répondre de manière ferme à ta question. Parce que oui, tu parles de formule alambiquée. Bon, j'ai essayé de faire simple, mais alors on va préciser quand même que Clermont affronte Bristol et le Munster, mais Bristol affronte de son côté Clermont et Connacht, et de son côté, le Munster affronte Clermont certes, mais les Harlequins aussi. Enfin, c'est un micmac pas possible. Et c'est vrai que la formule est compliquée et elle est délicate parce qu'en 4 matchs, il va falloir finir dans les 4 premiers d'une poule de 12. Ça va être infernal. Alors, est-ce que Jeff a la réponse? Moi, je suis sûr qu'il a une réponse à la question. L'ASM est-elle suffisamment armée pour la Coupe d'Europe cette saison? Jeff? Voilà. Alors, pour moi, oui, elle est suffisamment armée, mais je mettrai un bémol par rapport à cette formule, en effet, qui est très aléatoire. Pour moi, elle est tout simplement équipée pour faire un bon parcours, parce que la Coupe d'Europe, c'est une compétition qui est dans l'ADN du club. Ce club, il est taillé pour l'Europe. Il n'a jamais eu de difficultés sur la scène européenne. Il sait voyager, il sait s'exporter. Il a été gagné dans les plus grands stades européens. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est une compétition qui sublime aussi un tout petit peu plus je pense aussi les Clermontois par rapport un peu à un top 14 où on se retrouve toujours avec les mêmes. Donc, je pense que… Et puis bon, la formule avec des matchs de poule, c'est aussi ce qui convient le mieux à l'ASM, je pense. Alors, je mettrai un petit bémol par rapport à ce que tu disais, Martial. C'est la formule avec des équipes que tu ne rencontres, mais ces équipes-là ne rencontrent pas les mêmes adversaires que toi. Sur une poule classique, même avec Bristol, qui est tenant du Challenge Cup, même avec le Munster, qui est très dur à jouer et qui possède un vécu européen encore supérieur, je dirais pourquoi pas. Mais cette formule, mon petit bémol, il vient du fait qu'en effet, va falloir quasiment réaliser un sans faute. Va falloir gagner les 4 matchs quasiment, et certainement avec du bonus. Pour espérer terminer dans les 4 de cette poule de 12. Donc, j'ai envie de dire, on sera vite… Il faut absolument obtenir un résultat ce week-end. Si tu commences par une défaite là-bas, c'est sûr que ça risque d'être compliqué. On peut le craindre. Je sens que ma réponse t'a pas totalement convaincu, Martial. Donc je vais mettre un point positif sur le fait que l'ASM est armé. C'est que je pense que peut-être ses adversaires sont des formations qui peuvent lui convenir. Je pense notamment à Bristol, qui est une équipe qui
qui est pas dans la puissance absolue. C'est une équipe qui a plutôt tendance à jouer debout. Donc, il me semble que c'est un jeu qui peut davantage convenir à l'ASM. Ça, c'est un point positif. Le gros point négatif, mais Jeff en a parlé, effectivement, la Coupe d'Europe, c'est dans l'ADN des Clermontois, ça c'est une évidence, mais c'est aussi dans l'ADN de tout l'environnement clermontois et le public. Et je pense que l'ASM, sans son public, sans cette ambiance qui est toujours extraordinaire au Michelin en Coupe d'Europe, je pense que c'est vraiment, là, ça va être un gros désavantage de ne pas compter sur ses supporters à domicile. Mais on parle éventuellement d'un retour. Alors, oui, peut-être. Le Michelin ne sera pas rempli, mais peut-être que pour le Munster, il y aura moyen d'accueillir un peu de monde. Tout à l'heure, tu l'as dit, Fred, Bristol commence son championnat. Bristol n'a disputé que 3 matchs de championnat, 2 victoires pour une défaite. Est-ce que finalement, ça c'est pas un avantage pour les Clermontois, qui, eux, ont déjà joué, donc, si je ne dis pas de bêtises, 9 matchs de championnat? C'est le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, je sais pas trop comment le voir. Effectivement, disons que l'ASM a sans doute plus de rythme, a plus de repères, puisque plus de matchs disputés, mais à l'inverse, est-ce qu'il n'y a pas peut-être plus de fatigue aussi? Bristol est aussi concerné par, faut pas oublier le contexte de la coupe d'automne des Nations là, qui vient de se terminer, quelques internationaux qui les concernent. Donc voilà, il y a aussi ça à prendre en considération sur la forme physique des joueurs. Alors, Jeff, on parlait de 2 poules de 12. Clermont est dans la poule B. Pour moi, c'est une poule qui est plus relevée que la poule A. Alors ça, vous n'êtes peut-être pas d'accord. Rapidement, dans la poule de Clermont, il y a donc Bristol, Connacht, Exeter, donc champion en titre, Glasgow, Gloucester, les Harlequins, Lyon, le Munster, le Racing 92, champion, enfin en tout cas finaliste de la dernière finale, Toulouse et l'Ulster. Toi, tu es persuadé que Clermont a les moyens de sortir dans les 4 premiers de cette poule? Oui, tout simplement parce que Toulouse a 2 adversaires monstrueux. Exeter et l'Ulster. Voilà, et je suis désolé, les uns, ils vont s'éliminer les uns les autres. Je suis désolé, parmi les 4, il n'y aura pas ces 3-là. Donc, ça ouvre déjà une porte. On parle des provinces irlandaises. Les provinces irlandaises, elles non plus, elles n'ont pas beaucoup joué. Il y a eu aussi pas mal de joueurs du Munster qui ont été appelés avec le 15 d'Irlande pour cette coupe, pour les matchs internationaux du mois d'automne. Mais cette équipe, elle est pas non plus, elle est plus ultra dominante qu'elle ne l'était. À mon avis, en Irlande, aujourd'hui, la province du Leinster et même l'Ulster sur une compétition globale avec match aller-retour sont un ton au-dessus. Alors certes, c'est toujours très compliqué d'aller gagner à Thomond Park, mais je reste persuadé que, d'ailleurs l'ASM peut en témoigner, mais je reste persuadé qu'il y a moyen d'aller faire un coup. Ouais, je vais me mouiller quand même. Je vais dire, à mon avis, les Saracens ne seront pas champions d'Europe cette année. Mais voilà. Donc, je me dis que, étant donné qu'il y a des gros qui vont s'éliminer entre eux, il y a moyen de prendre une 3e ou une 4e place. Mais pour ça, il faudra quasiment, je pense, gagner 4 matchs. Et 4 x 4, 16, ça ne suffira pas. Il y aura peut-être des bonus à aller chercher. Le truc, c'est qu'en fait, cette formule, elle ne permet pas de calculer, quoi. Il n'y a aucun calcul à faire. Déjà, la formule précédente… c'est comme quasiment des matchs éliminatoires à chaque journée. Mais c'est ce qu'on disait déjà de la formule à une poule avec 6 matchs. Mais là, c'est encore pire. On ne peut pas imaginer, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. C'est impossible. Fred, on t'a perdu un petit peu. J'espère que… Je devais dire, c'est des choses censurées certainement. Voilà. Non, je disais qu'on ne peut pas calculer. On peut pas calculer avec cette formule, donc il faut y aller, il faut gagner ces matchs. Et puis, comme on dit, on fera les comptes à la fin, mais je crois que ça n'a jamais été aussi vrai que sur cette formule. C'est à la fin de la foire qu'on comptera les… Exactement. Mais messieurs, il va falloir quand même montrer un autre visage que celui qu'a montré l'ASM
vendredi soir, je dis pas de bêtises, vendredi soir au Michelin face à Montpellier. Là, il y a eu un gros problème. Est-ce que c'est un simple accident? Est-ce que c'est la fatigue dont tu parlais tout à l'heure, Fred? Moi, j'ai envie de croire que c'est un accident quand même. On avait vu d'autres choses les matchs précédents. Là, bah, c'est clairement la conquête qui a failli, notamment la touche. Alors, il y a eu des erreurs tactiques de fait, d'insister en touche avec des alignements aussi courts aussi face à des joueurs. À des joueurs montpelliérains agressifs et qui ont très bien lu les touches. C'était sans doute pas les meilleures options, mais je trouve pas qu'ils aient fait un si mauvais match que ça en fait. Curieusement, l'ASM, il y a eu une grosse faillite en touche et on sait bien qu'à ce niveau-là, ça peut se jouer sur des détails et sur ce genre de détails. Mais je trouve pas que la performance de l'ASM vendredi soit si inquiétante que ça. Non, moi, je voudrais apporter une précision, c'est que j'ai tapé sur Montpellier il y a une semaine, mais je vais continuer aussi. C'est pas ce match qui a changé ma vision du MHR. Le style de jeu du MHR, il ne convient pas à l'ASM. Voilà. C'est pas que ça joue mieux, c'est que ça oblige l'ASM à être en dehors de sa zone de confort et l'ASM n'arrive pas à déployer ses armes face à Montpellier. C'est une question de profil, tout simplement. Il y a des profils d'équipe qui vous conviennent, d'autres qui vous conviennent moins bien. Eh bien, le profil de cette équipe montpelliéraine depuis des années, parce que c'est pas la première fois, je crois que ça fait 6 victoires de Michelin sur les 7 dernières saisons. C'est pas le fruit du hasard, c'est tout simplement un profil d'équipe, un match aussi fermé avec peu de jeux déployés, on va dire, avec peu d'occasions de déborder, qui ne convient pas tout simplement à l'ASM ou au profil de cette ASM-là. Et peut-être que, comme disait Fred, l'équipe de Bristol conviendra bien mieux au jeu de l'ASM. Messieurs, on s'arrête là pour ce débat. Dans un instant, le quiz. Oui, Jeff? Même si, bon, il faut quand même ne pas oublier qu'à Bristol, il y a quand même un Fasterik, un joueur monstrueux, peut-être le meilleur du monde actuellement, quand il n'a pas la Covid, certes, mais voilà, Radradra, c'est l'arme absolue et il sait tout faire, il peut tout faire. Très dangereux. Très bien, messieurs, dans un instant, je vous le disais, le quiz, mais on va passer au top et au flop comme la tradition l'exige. Fred, on va commencer avec toi, ton top s'il te plaît. Mon top, c'est l'équipe de France quand même, l'équipe de France de rugby. Franchement, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas assisté à un match aussi prenant, avec un tel suspense en finale de la Coupe d'automne des Nations face à l'Angleterre. On promettait le pire à cette équipe évidemment remaniée, des joueurs qui comptaient si peu de sélection face aux vice-champions du monde. Et puis on a vu un match vraiment extraordinaire avec des Français qui se sont envoyés comme jamais. C'est bon, on va dire, on se réjouit encore une fois d'une défaite. On se réjouit d'une défaite, c'est bien français quoi. C'est un peu vrai, mais quel match ils ont fait quand même. Il y a vraiment des joueurs là qui ont été extraordinaires. Je crois que Dulin, à mon avis, a gagné sa place de titulaire à l'arrière de l'équipe de France, sans aucun doute. Woki, la première ligne, la deuxième ligne. Globalement, tout le monde a été au diapason. Ça a été un match extraordinaire. Alors, oui, Jeff. Petite précision, ouais, on se réjouit d'une défaite, certes, mais on se réjouit d'une défaite à la mort subite, voilà, parce que je suis désolé, mais dans le temps réglementaire, les deux équipes sont dos à dos, donc on ne se réjouit pas d'une défaite, on reconnaît que l'Angleterre a gagné, mais dans le temps réglementaire, la France est dans les clous, et puis ça ouvre surtout, on voit que Galtier peut disposer d'un large panel de joueurs, et ça c'est très intéressant. Jeff, ton top ? Alors, mon top, ça va être un peu moins international, un peu plus championnat de France. Et on va pas parler de top 14 mais de Pro D2. Et ce ne sera pas pour dire qu'il vient d'Aurillac. Non, c'est pour parler de Vannes. C'est pour parler de Vannes, qui est leader de Pro D2. Bon, à Vannes, ici à Clermont, on est bien placé pour savoir que Nick Abendanon a rejoint le club breton et joue du côté de la Rapide maintenant.
c'est l'une des vedettes, l'un des joueurs phares de cette équipe. Mais bon, Jean-Noël Spitzer, le manager de Vannes, et Gérard Fraser, l'entraîneur, quand même, on travaille depuis quelques saisons et ont mis en place quelque chose de très agréable à regarder. Un jeu debout, un jeu pertinent, c'est propre devant, c'est très bon derrière. Il y a quelques joueurs marquants, on parlait de Aben Danone, et puis il y a ce jeune ouvreur français, Pierre Popelin, qui d'ailleurs, paraît-il, serait sur une petite liste de joueurs potentiellement pour venir du côté du Michelin. Il y a aussi Edwards, le meilleur marqueur d'essai de cette équipe. Non, c'est très agréable à avoir joué. Je conseille les gens qui nous écoutent et qui nous regardent d'aller sur Rugby Plus de temps en temps, voir un peu de Pro D2 et voir les matchs de Vannes. Je le dis chaque semaine, mais c'est la meilleure ambiance de Pro D2, hein, le Vannes. Non, mais très sérieusement, c'est une ambiance extraordinaire. Ça sent la galette de saucisse. Et c'est pas une métaphore, mais vraiment superbe ambiance. Et je connais quelques supporters clermontois qui seraient pas mécontents d'avoir Vannes en top 14 l'année prochaine pour y aller faire un petit déplacement sympathique. Voilà, plutôt que d'aller voir le Stade Rennais en foot qui se casse la figure, aller voir les rugbyman de Vannes. Fred, on reste avec toi pour ton flop cette fois. Ouais, mon flop, c'est toujours lié à ce fameux match France-Angleterre de dimanche, mais c'est lié au règlement. Alors, je ne vais pas parler de l'arbitrage, mais c'est surtout ce règlement qui est stupide, là. Donc, match nul à la fin du temps réglementaire, prolongation pour départager les deux équipes, ok, mais alors pourquoi vouloir mettre un système de mort subite? Ça correspond tellement pas au rugby, en fait. Forcément, quand vous donnez l'avantage, déjà, rien qu'en gagnant le toss, les Anglais avaient un immense avantage, puisqu'évidemment le jeu se passait dans le camp et la moindre pénalité était potentiellement fatale à l'équipe de France. Donc je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont pondu ce règlement-là. À la limite, il fallait une mort subite avec un essai, quoi. Le premier qui marquait un essai, à la limite, ça c'est quelque chose qu'on pouvait entendre. Mais le premier qui marquait gagner cette compétition, c'est ridicule. Et à mon sens, ça a totalement fusillé ce match qui était, encore une fois, je le redis, extraordinaire. Et c'est bien dommage. Et c'est vrai qu'en football américain, c'est vrai que quand il y a la prolongation, l'équipe qui marque un touchdown, ou l'équivalent d'un essai au rugby, finalement est déclarée vainqueur, mais il faut marquer effectivement un essai. Voilà. Donc c'est totalement louable ce que tu dis. La mort subite, tu disais Martial, c'est totalement dans l'ADN des sports US. Mais pas du tout pour nous, Européens. C'est quelque chose de difficilement concevable. Du coup, je ne l'ai pas précisé, mais par rapport à l'arbitrage, en fait, ça met l'arbitre dans une position intenable. Enfin, comment voulez-vous forcément, je pense que l'arbitre ne peut pas arbitrer de la même manière, tout en sachant que la moindre pénalité est forcément fatale à l'équipe d'en face. Donc, non, là, j'espère que c'était un simple coup d'essai et qu'on ne le reverra pas dans une prochaine compétition. Jeff, ton flop? Mon flop, moi, c'est la Fédération argentine de rugby qui avait décidé dans un premier temps de suspendre 3 joueurs pour des faits datant de plusieurs années, certes, mais quand même des faits graves. On rappelle, Matera et d'autres avaient notamment fait des commentaires sur Twitter racistes, xénophobes, antisémites, bref quoi. Et puis 3 jours avant le match contre l'Australie, on les requalifie, un pas en avant, 2 pas en arrière. Franchement, c'est pas un bon signal qu'on envoie. Moi, j'attends de voir le retour, notamment de Matera en France, parce que dans la foulée de cette suspension, le Stade français s'était fendu d'un communiqué en disant que naturellement, les allusions de son joueur ne correspondaient pas du tout aux valeurs du Stade français et que le club allait convoquer le joueur dès son retour sur le territoire national. Quel poids ça peut donner à une future sanction, étant donné que le joueur est déjà quasiment lavé de toutes ses fautes par cette volte-face de la Fédération argentine? Voilà, tout simplement, certes, ils avaient besoin de ces mecs-là pour faire un bon match, il n'y a pas de doute, hein, mais dans ce cas-là, on ne fait pas un pas en avant, 2 pas en arrière, soit on enterre définitivement le dossier, ou soit, si on le sort, on mène cette enquête jusqu'au bout.
Mais il va être intéressant de voir justement, tu le disais Jeff, la position du Stade français par rapport au retour de Matera. C'est difficilement défendable quand même d'avoir un joueur qui est reconnu coupable comme ça dans ses rangs. Ouais, mais est-ce que le Stade français aura totalement les coups des franches pour prendre une décision, étant donné que le joueur peut très bien, et ses conseils peuvent très bien dire, mais regardez, la fédération argentine nous a requalifiés, donc bref. Oui, Ça va pas être simple. Oui, le Stade peut ne pas suivre la fédération. La fédération. Oui, et ça serait à son honneur, en effet. Bien, messieurs, on va terminer cette émission avec le quiz traditionnel. Je vais vous demander de faire un petit effort de mémoire. Depuis la création de la Coupe d'Europe en 1995, 11 équipes l'ont emporté, une ou plusieurs fois. Chacun votre tour. Vous allez me citer l'une de ces 11 équipes. Alors, on va commencer avec Jeff. Est-ce que tu peux me citer une équipe qui a gagné la grande Coupe d'Europe, bien évidemment? Je parle de la grande Coupe d'Europe. Toulouse. Alors, Toulouse, bien évidemment, avec 4 victoires en 96, 2003, 2005 et 2010. À toi, Fred. Je vais commencer par mes amis brivistes. Brive en 1997. Bonne réponse. Jeff, il en reste 9. Leinster. Leinster, 3 fois vainqueur en 2009, 2011 et 2018. Fred. Je vais dire les Saracens. Les Saracens, 2016, 2017, 2019. Je me souviens plus, les gars. 2019, ça a été validé ce titre ou pas? Je m'en souviens plus. Oui. Oui, il a été validé. Jeff, il en reste 7 à trouver. Tu es en train de tout noter. Non, je note pour pas répéter. Ulster. Ulster, oui, en 1999. Ça commence à faire un bail. Fred. On les a pas cités, me semble-t-il. Toulon. Eh oui, Toulon, triple vainqueur, 2013, 2014, 2015. L'ASM en sait quelque chose d'ailleurs. Jeff. Le tenant du titre, Exeter. Exeter. Ah mais oui, j'avais enlevé, on va dire, cette édition, mais effectivement, alors ça fait 12 équipes. J'avoue que là, j'avais pas tenu compte du dernier, mais Fred, on l'accorde à Jeff. On l'accorde, je suis beau joueur. Donc il reste encore des équipes, il reste encore 1, 2, 3, 4 et 5 équipes. Alors le Munster. Alors, le Munster, on ne l'a pas cité, et effectivement, bonne réponse en 2006-2008. Il reste, il n'y a plus de club français, ça on est d'accord, puisqu'on a cité Toulon, Toulouse et Brive. Jeff, c'est à toi. Leicester. Leicester, effectivement, double vainqueur de l'épreuve en 2001. Enfin, avec une telle prononciation, normalement, ça passe pas. Non, mais étant donné que Martial dit Gloucester, je lui ai bien insisté Leicester. Sinon, oui, en effet, on dit Leicester et Gloucester. Fallait dire les tigres, comme ça. Donc, il en reste plus beaucoup, il en reste 3. À toi, Fred. Il y a les Wasps. Ça devient plus dur. Les Wasps, double vainqueur aussi en 2004 et 2007. Attention, il en reste 2. À toi, Jeff. Ah là, ça J'avais les Wasps, mais oui, bien sûr, avec quelques Français. Northampton. C'est 2 clubs anglais, effectivement, les Saints en 2000. Et alors, attention, Fred, est-ce que tu vas le choper, celui-là? Alors, 1998. Donc, en gros, c'est... Ah, mais oui, bien sûr, contre Brive à Bordeaux, c'est Bath. Bath, alors là, vous avez été bon, les gars. Vous avez trouvé les 12 Bath, effectivement. Ah, mais sans l'année, j'aurais pas retrouvé. C'est l'année qui a fait penser. Bravo, vous avez été brillant. Je vais vous citer maintenant des noms de joueurs. À vous de me dire s'ils ont porté les couleurs de l'équipe de Bristol ou pas. Alors, je peux sortir mes fiches, Bristol, évidemment. Bien joué. Jeff, si je te dis Augustin Pitchot, le demi de mêlée qu'on connaît bien en top 14, est-ce qu'il a joué à Bristol ou pas? C'est pas compliqué, tu me dis oui ou non. Attends, je réfléchis. Oui.
Eh bien, oui, il a joué à Bristol 4 ans à Bristol. Il a joué 4 saisons à Bristol. Fred, si je te dis Tim Horan, le 3/4 centre australien, est-ce qu'il a joué à Bristol ou pas? Oh oui. Non, il a joué aux Saracens, mais Ah, pas. merde. Jeff, si je te dis Phil Vickery, le pilier anglais aux 73 sélections, est-ce qu'il a joué à Bristol ou pas? Non. Il n'a pas joué à Bristol, bonne réponse. Il a joué à Gloucester et au Wasp. Fred, si je te dis Jason Little, est-ce qu'il a joué à Bristol ou pas? Oui. Il a joué une saison à Bristol, bonne Je m'en réponse. souviens. Jeff, Simon Shaw, le deuxième ligne anglais, est-ce qu'il a joué à Bristol ou pas? Je dirais non. Ah, il a joué à Bristol et pas qu'un peu, il a joué 7 saisons à Bristol, le père Simon Shaw. Fred, si je te dis Alex King, qu'on connaît bien, le demi d'ouverture, qui a fait combien? Une saison, je crois, à l'ASM, non? Enfin, il n'a pas fait très longtemps. Alex King. Je te dis, il y a un petit piège. Parce que honnêtement, j'ai pas souvenir de lui, donc je dirais non, moi. Mais peut-être qu'il était dans le staff, non? Il a joué carrément tout le temps au Wasp, de 96 évidemment. à 2007 avant d'arriver en Auvergne. Et là où était le petit piège, c'était en fait, il a été formé à l'université de Bristol, pas chez les Bears. Allez, il m'en reste 2. Jeff, Brian Lima, le 3/4 centre samoan, est-ce qu'il a joué à Bristol ou pas? Oui. Oui, il a joué 2 saisons à Bristol. Et je vais terminer avec Fred. Nathan Hughes, 3e ligne anglais, est-ce qu'il a joué, est-ce qu'il joue à Bristol? Non. Eh bien, il joue à Bristol depuis l'année dernière. Un beau bébé. Voilà. Bon, va falloir réviser. Mais oui, en plus, je le savais, évidemment. Allez, des petites devinettes. Ça fait déjà 28 minutes qu'on est là. Très bien. On est bien là, on est au chaud et tout. Alors, pour terminer, messieurs, vous devez deviner le nom de joueurs qui évoluent ou qui ont évolué au sein de l'effectif des Bears de Bristol. Donc, on le rappelle, prochain adversaire de l'ASM. Je vais commencer avec toi, Jeff. Je suis pilier. Je suis arrivé à Bristol en 2018. Mon prénom est Jake et je porte le même nom de famille que le premier homme qui a marché sur la Lune. Je suis Jake Armstrong. Jake Armstrong. Bonne réponse. Rien à voir avec Neil. Non. Ou alors c'est peut-être son père. Tu m'aurais dit, j'ai le même nom de famille que le deuxième homme qui a marché sur la Lune, j'aurais dit Aldrin, parce que c'était Buzz Aldrin le deuxième. Oh là, Fred, t'as vu comment il étale sa science? Bon, Fred. Thomas Pesquet. Thomas Pesquet pour la prochaine. Je suis 2e ligne. Je suis arrivé à Bristol en 2019. Mon prénom est Dave et je porte le même nom de famille que l'autrice du célèbre roman La Servante écarlate. Je suis Dave. J'en ai aucune idée, Martial. Jeff, est-ce que tu as une idée? La Servante écarlate, tu sais, le roman qui a servi à la série qui était diffusée notamment sur Arte. Alors, c'est Atwood, Margaret Atwood. Donc, le joueur s'appelle Dave Atwood, international anglais, oui. Exact. Allez, j'en ai encore peu. J'ai pas Arte, moi, à la maison. Jeff, je suis 2e ligne. Je suis arrivé à Bristol en 2018. Mon prénom est Ed. Et je porte le même nom de famille qu'un célèbre détective privé. Je suis Ed. Magnum. Non, élémentaire. Watson. Non. L'autre. Ah bon? Watson, c'est pas le détective, si je dis pas de bêtises. Ah, d'accord. Voilà. Je suis Ed Holmes, complètement perdu. Allez, la dernière, elle est pour Fred. Je suis 3e ligne. Arrivé à Bristol en 2019, j'ai été transféré à Oyonnax en juillet dernier. Mon prénom est Luc et je porte le même nom de famille de Formule 1, plusieurs fois champion du monde. Je suis Luc Hamilton. Voilà. Oui, évidemment. Je cherchais Vettel, Prost, je me souviens pas d'un Luc Prost. Allez-y. Non, il n'a pas été champion du monde, pardon. Évidemment, Luc Hamilton.
Bon, messieurs, en tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Je vous rappelle bien évidemment que vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube et sur les différentes plateformes de podcast. On se retrouve très bientôt, sûrement lundi prochain, pour évoquer les débuts de l'ASM en Coupe d'Europe, en Champions Cup pour la version 2020-2021. Messieurs, merci beaucoup. Ciao, à bientôt. Ciao, merci à tous. Au revoir Martial, au revoir Fred.